pour ces deux sessions que nous allons passer ensemble sur le Service Cloud. Une première session qui sera consacrée à nos clients. Je serai rejoint dans quelques minutes par un panel de clients qui évoquera un certain nombre de sujets, notamment comment servir ses clients dans un monde hyper digitalisé. Et pour ceux qui le souhaitent, nous aurons une seconde session dans 1 heure où on ouvrira un peu le capot, on regardera ce que c'est que cette solution Service Cloud un peu plus en détail, avec une démo qui marchera très bien, comme ce matin, de Service Cloud. Donc, j'appelle sans plus attendre à me rejoindre, Ladies First, donc Stéphanie de la Roncière de Corsair, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. Stéphanie. Thierry Plantagenet de Renault. Merci beaucoup. Bonjour Thierry. Stéphane Catherine d'Ubisoft. Bonjour Stéphane. Merci d'être présent. Et celui qui va nous conduire pendant 40 minutes, qui va les accompagner, l'incomparable, l'incontournable, Éric Dadian de l'Association française de la relation client. Merci beaucoup Éric. Ça commence, il met la pression. The floor is yours. Merci Sébastien, bonjour à tous, j'espère qu'on va essayer de vous réveiller après ce déjeuner délicieux. Je suis ravi d'accueillir ce panel et ces jeunes filles, je ne suis pas mécontent non plus de ne pas avoir de jupe. Le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui ensemble, et la FRC est ravie d'animer cette table, c'est la révolution client dans un monde hyper digitalisé. On s'est aperçu depuis un certain temps qu'on a un changement de paradigme que nous sommes tous en train de vivre. Et à mes côtés, donc, j'ai Stéphanie de la Roncière, juste à ma gauche. Alors, je vais rapidement la présenter. Alors, Stéphanie, vous êtes responsable de la relation client de Corsair. Vous avez intégré le groupe Nouvelles Frontières en 2000 sur des fonctions commerciales. Puis, vous avez rejoint la compagnie Corsair en 2005 en tant qu'analyste marché, puis chef de projet CRM. Vous créez et prenez la responsabilité du pôle marketing client au sein de la direction marketing en 2011. Ce pôle regroupe la gestion de la relation client omnicanal, incluant le service client, le CRM, les programmes de fidélité, le pilotage des études marketing, tout un programme, dont les enquêtes satisfaction. Thierry Plantagenet, qui est juste à sa gauche. Il faut faire très attention sur son orthographe. C'est Plantagenet. Plantagenet. A un titre qui va nous faire débattre. Il est directeur client Renault. Directeur client et au niveau du monde. Thierry est diplômé de l'EDEC et de l'ICAM. Il est polyglotte dans l'âme. Vous venez en juillet 2013 d'être nommé à la tête de la nouvelle direction client du groupe Renault au sein de la direction commerciale sous l'autorité de Jérôme Stoll. La création de cette direction client vise à développer les volumes, le chiffre d'affaires, le profit marginal des marques du groupe par le développement et l'amélioration de l'expérience client en vente et en après-vente. Ceci dans, écoutez bien, ça nous fait rêver, 80 pays, dans plus de 12 000 points de vente et avec 80 call centers. Moi, j'étais ravi dans ma jeunesse d'en avoir monté un, mais vous en gérez 80, avec en base 200 millions de visiteurs uniques sur le web et sur le mobile, 13 millions de fans Facebook, 2 millions de clients inscrits dans le club MyRenault. Enfin, on a compris que l'enjeu pour vous, les plateformes digitales et le réseau des concessions entament une véritable mutation, on va en parler tout à l'heure, pour qu'au final, le client puisse vivre une expérience inoubliable et véritablement personnalisée. Marc Benioff en a parlé beaucoup ce matin. L'expérience client doit devenir à terme une raison d'achat aussi importante que le design et le prix. Et puis à sa gauche, Stéphane Catherine, qui est directeur de la relation client, Consumer Relationship, et EMEA de Ubisoft. Une très très belle success story, même si évidemment on est très fiers d'être dans les murs de Salesforce, mais je crois que les Français, on n'a rien à envier à cette belle success story, il en parlera tout à l'heure. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous êtes en train de créer la direction relations clients pour Ubisoft EMEA, après avoir occupé un poste de directeur marketing digital. Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, votre mission se résume en 2 mots. D'abord, l'unification de la relation client via un rapprochement entre les pôles service client, community manager, on en parlera tout à l'heure sur ces nouvelles fonctions, et CRM. Et d'autre part, l'intégration de cette relation client à travers l'implication de toutes les équipes marketing, production, avec une démarche toujours au service du consommateur final. Alors, permettez-moi de juste introduire le sujet. On le voit dans nos réunions à FRC, dans nos commissions,
on débat souvent dans un certain nombre de séminaires. Je dirais que pas uniquement les technologies et le digital mobile, mais aussi la société tout entière, qu'elle soit française ou internationale, a totalement évolué depuis 2 ans. Alors c'est vrai, merci Steve Jobs, avec sa démocratisation du smartphone, mais les comportements, les craintes, les espoirs des citoyens, des consommateurs ont complètement changé, et on est en train de vivre ce que je vous disais tout à l'heure, ce paradigme dans lequel, ce changement de paradigme dans lequel la relation client est au cœur. Ce qui était transactionnel, on a tous connu une époque où le marketing poussait une offre, poussait un service, et nous avions des merveilleux numéros de téléphone qu'il fallait appeler derrière avec un centre d'appel, où on nous envoyait dans des boutiques à travers des campagnes de télévision. C'était devenu transactionnel, le consommateur devait acheter le produit qu'on l'invitait à acheter. Aujourd'hui, c'est terminé. On est passé d'un push marketing à un pull marketing, où, au contraire, le consommateur, lui, veut d'abord échanger avec sa communauté, partager de la connaissance, pourquoi pas aussi comparer, échanger sur les produits, sur les marques, sur ses valeurs. Il veut de l'émotion, il veut plus du transactionnel. Ce qui était donc inside out devient maintenant outside in. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes dans un univers d'anglo-saxons. On nous parlait des 4 P, les 4 P du marketing. Vous vous souvenez? Produit, le prix, la promotion, le placement. Aujourd'hui, les anglo-saxons nous parlent dans la relation client des 3 R. R pour recrutement, R pour rétention, le deuxième R, et le troisième, recouvrement, puisqu'il faut bien se faire payer. On nous parle aussi des 4 C avec le digital, c'est-à-dire le contenu, la conversation, la communauté ou la connexion. Donc on voit bien que ce client qui veut un parcours client différent, qu'il va lui-même co-créer, il le veut fluide, il veut choisir le canal de communication, ce client a changé. J'aime bien citer Michel Maffezoli, je ne sais pas si vous connaissez ce sociologue, qui nous raconte que les tribus et le nomadisme prendra le pouvoir, puisque tout est devenu horizontal et non plus taylorisé et non plus segmenté. Et on voit bien que nos organisations vont aussi changer. Hein. On aime bien citer Zappos, qui est une marque connue aux États-Unis, qui a été rachetée par Amazon, qui a transformé son organisation en horizontale. Il n'y a plus un chef qui décide de tout, mais on est bien au service, avec une symétrie des attentions, au service des clients qui prennent le pouvoir sur la marque. Alors, pour autant, la révolution client, et moi je suis ravi d'avoir ce panel avec moi, cette révolution client, c'est le thème que nous développons à la FRC cette année, ne fait que commencer. La relation client aujourd'hui, elle n'a pas toute sa légitimité au sein de vos entreprises. On a très peu de direction client, très peu de direction marketing client, très peu de direction relation client. Aujourd'hui, ce client n'est pas identifié dans une fonction de l'entreprise. Et il n'est pas question de prendre le pouvoir sur d'autres fonctions. C'est plutôt de dire on a une direction client qui va se mettre au service de la direction marketing, de la direction commerciale et de la direction de la com. Alors, j'entame tout de suite les questions que je vais vous poser. Et tout d'abord, je voulais savoir, et on prendra par ordre de droite à gauche, je voulais savoir pour ces 3 merveilleuses marques, hein, Corsair, Renault et Ubisoft, comment vous vous êtes adapté à cette révolution client? Comment est-ce que vous avez pu développer des nouveaux parcours clients qui étaient demandés par les consommateurs, et puis tout en gardant ce cap de l'omnicanal, du cross-canal, de ne plus avoir cette segmentation par canal? Comment garder cette agilité? Comment simplifier les parcours? Si vous pouvez juste nous... Et puis présenter aussi votre entreprise si vous le souhaitez, puisque je crois que vous avez un petit mot à nous dire. Donc Corsair. Oui, bonjour. Donc Corsair, c'est une compagnie aérienne. Nous sommes spécialisés sur des destinations long courrier, une vingtaine de destinations sur 4 axes différents. Nous avons les Caraïbes, le Canada, l'océan Indien et puis l'Afrique de l'Ouest. Nous transportons environ 1 250 000 passagers par an. Chez nous, la relation client a d'abord démarré de façon organisationnelle, c'est-à-dire que nous avons créé un pôle client au sein de la direction marketing client, avec toutes les fonctions service client, SAV, CRM, programme de fidélité, études quantitatives et qualitatives clients au sein du même service. L'objectif est d'avoir une seule et même entité qui puisse piloter la relation client de façon extrêmement transverse dans l'entreprise, avec 2 axes de travail, on va dire. Le premier humain, le deuxième technologique.
Le premier axe, qui est l'axe humain, est forcément le plus délicat, le plus difficile. Il s'agit de s'occuper en priorité de nos collaborateurs. Il s'agit de les faire adhérer à la culture client. Et pour réduire l'effort client, c'est souvent un effort qu'on leur demande à eux de faire. Si je prends un exemple extrêmement pratique et concret, lorsqu'un client s'adresse à l'un de nos conseillers qui n'a pas l'expertise, ou si je veux être un petit peu plus trivial, dont la demande dépasse sa fiche de poste, il ne doit plus se sentir non concerné par la demande, mais au contraire, se référer à une autre personne dans l'entreprise qui, elle, est experte sur le sujet, de façon à soit les mettre en relation, soit apporter la réponse. Donc, pour que cette organisation marche, il faut un prérequis, il faut que tous nos collaborateurs sachent ce que font leurs collègues. Ça peut paraître un basique, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut que les personnes au niveau de la vente sachent comment est-ce qu'on gère les litiges au niveau de l'après-vente. Il faut que les personnels à l'aéroport sachent quel est le métier exact des personnels à bord de nos avions. Et il faut qu'il n'y ait plus aucun secret sur le parcours client, de façon à pouvoir le réorienter et l'accompagner dans toutes ses démarches sur tout le long de son parcours. Donc ça, c'est un travail assez long. Vous avez senti cette inversion de paradigme de la relation client dont je parlais tout à l'heure, où le consommateur a voulu prendre le pouvoir, a voulu parler sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les forums? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons intégré une partie des réseaux sociaux dans le service client, considérant que tout le monde a de l'expertise. Et donc, il a fallu, et c'est l'axe technologique, réussir à lier cet ensemble de personnes grâce à une base de connaissances unique, donc une base client consolidée, segmentée, entretenue, et en déployant notre outil CRM Salesforce sur tout le parcours du client. Donc on l'a en B2B, on l'a en B2C, on l'a au niveau des interactions entre le B2B et le B2C, parce qu'un billet d'avion, vous pouvez l'acheter directement auprès de la compagnie, mais vous pouvez l'acheter auprès d'une agence de voyage, vous pouvez également l'acheter chez un webiste. Est-ce que pour autant le client appartient au prescripteur ou appartient à la marque? Nous, on a décidé qu'il n'appartenait à personne et qu'il fallait s'adresser à lui de la même façon, tout en protégeant nos relations avec nos prescripteurs. Donc il y a tout un tas d'échelles et d'interrelations entre les prescripteurs et les clients finaux. Le client, il n'appartient qu'à lui, on le verra Exactement. tout à l'heure. Et puis, il a fallu aussi mettre en place des formations internes pour savoir qui fait quoi, comment j'interagis avec mes collègues et comment je peux répondre aux clients de la meilleure façon possible. Et enfin, dernier axe, nous avons également connecté notre outil de gestion de campagne avec notre outil CRM, de façon à ce que tous les workflows d'envoi de campagne, de messages vers les clients, soient directement corrélés avec le cycle de vie du client qui, lui, se déroule dans Salesforce. Donc nous avons le B2B, le B2C, la gestion des programmes de fidélité, nous avons le SAV également qui tourne dedans, et le tout connecté avec notre outil de gestion de campagne. Tout intégré pour cette révolution. Alors même question pour Thierry chez Renault. Compte tenu de ces enjeux, comment vous avez intégré cette révolution client dans vos parcours, dans cette agilité? Dois-je présenter Renault? Renault peut-être, oui. Bon, juste, Renault, c'est 30 millions de véhicules qui circulent dans le monde, c'est 200 000 visiteurs uniques, c'est 30 000, que disent 15 millions de fans Facebook, c'est plus d'1 million de clients inscrits dans l'application MyRenault. Voilà, c'est une boîte du CAC 40 bien évidemment, mais ce que je voulais vous dire, j'aimais bien votre introduction, le client finalement il a changé, j'ai envie de dire, moi ma mère elle disait le client il est roi. Si tu n'as pas assez de Nutella sur ta crêpe, ben, va voir le gars à la cuisine, tu auras un peu plus de Nutella, tu es roi. Je pense qu'il est plus que roi maintenant, il a le pouvoir. Il a le pouvoir finalement de nous licencier tous avec un seul tweet, un seul mail, il nous vire parce que le produit n'est pas au rendez-vous, le service n'est pas au rendez-vous et ça se sait. Donc comme le client est roi, au bout d'un moment, il a même changé notre organisation. Finalement, on s'est rendu compte que le client voyait nos silos. Et en juillet 2013, nous avons pris une grande décision. Nous avons changé l'ensemble de la direction commerciale et on a créé une direction client. Une direction client du groupe Renault. Sous ma responsabilité, on a désormais plusieurs canaux. Hein. Donc on a le canal digital, les call centers, le réseau physique. On a aussi tout ce qui est data,
le CRM, et on a aussi la formation. Très important la formation parce que c'est elle qui délivre finalement la prestation aux clients, qu'elle soit dans les call centers ou d'ailleurs dans le réseau physique. On a changé cette organisation-là et cette organisation-là, elle est au service d'une expérience client. On s'est rendu compte que justement cette transformation, il faut s'adapter, mais il faut d'abord aussi beaucoup écouter. Et voilà, plus de 3 mois au sein de Renault, nous écoutons nos clients. On a passé plus de 8000 entretiens, on a fait plus de 30 focus group pour tout simplement écouter nos clients. Alors il y a 3 clients qu'on a écoutés, hein, le client particulier, celui qui achète une seule voiture, le client d'occasion et le client entreprise qui achète plusieurs voitures, 10, 20, 200 voitures. Et on a écouté les 80 points d'interaction que ont ces clients avec Renault. Et ils nous ont dit quels ont été les points les plus importants et là où ils étaient le plus satisfaits. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on construit un parcours client. Une fois qu'on connaît ces importances et cette satisfaction, on considère au sein de la direction client que c'est une faute grave, une faute professionnelle de ne pas en tenir compte. Donc du coup, on a construit ces parcours clients autour de 7 moments de vérité. Et la direction client, elle est là justement pour faire en sorte que cette expérience client soit mémorable, au service de la satisfaction, bien évidemment, du profit, de la croissance des volumes. Donc on a écouté nos clients. Maintenant, on est en train d'adapter nos process, adapter nos outils au service de ce parcours client, qui est une grande mutation. On est aujourd'hui dans une convention Salesforce. Bien évidemment, Salesforce est un acteur, notamment sur tout ce qui est outils. Notamment, j'ai envie de dire, lorsqu'on met le croisement entre l'historique du véhicule et l'historique du client, quand on arrive à matcher les deux, c'est là où on peut être très efficace. On est finalement en train de passer d'une notion de châssis à une notion de client. Et là, elle a une vraie mutation. Et donc, du coup, on peut personnaliser la relation. On peut tout simplement lui offrir ce qu'il a besoin au bon moment. Et dans le rôle de la direction client, en plus de ça, il faut s'adapter, écouter, changer les outils. Il faut stimuler, animer. On a la chance, c'est que dans l'ensemble des pays du monde, on a 80, on a des directeurs clients qui se mettent en place. Donc, on a un réseau de directeurs clients. Et il faut aussi mesurer, toujours, partout et tout le temps, mesurer la satisfaction client. Ça, c'est le rôle de la direction client. J'avais envie de vous poser une question, c'est quelle est la place de cette direction client au sein de la direction générale? Vous dépendez directement du président? Non, on dépend de la direction commerciale. Voilà. Et effectivement, un de nos rôles, en dehors du fait qu'on doit mettre en place ces parcours clients, les exercer, et on sera jugé sur la qualité de l'exécution, c'est plus aussi un rôle d'ambassadeur au sein de l'entreprise sur les attentes du client. Aujourd'hui, nous sommes présents dans les jalons de décision de l'entreprise sur les futurs véhicules et finalement, on est l'ambassadeur pour éviter que le client soit pris en otage de nos décisions. Voilà. Bon, vous avez compris que c'était ma marotte. Je sais qu'Amazon, lorsqu'il commence un comité de direction tous les lundis matins, il place la direction client ou le client à côté et il s'adresse d'abord à lui pour demander ce qui s'est passé dans la semaine. Il y a des pays où le lundi matin, en comité de direction, ils se branchent directement sur une écoute du call center et ils écoutent des clients en ligne. Hein. Donc c'est pareil, c'est comment on met le client au sein de l'entreprise. D'accord. Merci Thierry. Donc nous passons maintenant à Ubisoft. Donc Stéphane, je crois que vous allez peut-être nous dire quand même ce qu'est Ubisoft pour ceux qui ne connaissent pas. Mais enfin, c'est une boîte connue, une belle success story. Alors je vais essayer de le faire de façon assez succincte. Ubisoft, c'est une belle success story à la française de 5 frères bretons qui sont les frères Guillemot, qui ont démarré dans un garage au fin fond de la Bretagne en 86. Ils se sont rendus compte en important des logiciels de comptabilité pour les fermiers qui avaient aussi des logiciels de jeux vidéo. Et progressivement, ils ont commencé à les importer, ils se sont rendus compte qu'il y avait un filon. Et 30 ans après, j'avance dans le temps, Ubisoft est aujourd'hui éditeur numéro 3 indépendant. On pèse plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est présent en distribution dans 21 pays dans le monde. Et on est connu à travers des marques que vous connaissez sûrement. Et si vous ne les connaissez pas, ce sont vos enfants qui les connaîtront très bien. Les jeux. Donc on a des jeux plutôt dans la catégorie ce qu'on appelle les gamers. Assassin's Creed est le plus connu. Et plus récemment, on a sorti un jeu qui s'appelle Watch Dogs, qui fait un carton. Et puis dans la catégorie de ce qu'on appelle un peu plus casual, des jeux plus grand public, on a les Lapins Crétins. Et on a aussi Just Dance qui marche très très fort. Les Lapins Crétins, Sébastien, il connaît bien ce jeu.
Alors, un petit mot sur le secteur du jeu vidéo pour donner un petit peu les éléments de contexte sur l'hyper-digitalisation. C'est pas un élément nouveau, c'est-à-dire que le joueur de jeux vidéo a toujours été connecté. Donc, moi, je suis arrivé chez Ubisoft au XXe siècle, un petit peu avant le bug de l'an 2000. Et à l'époque, on recrutait nos premiers community managers. Alors, ça ne se passait pas sur Facebook, c'était plutôt sur des forums. Mais déjà, on était dans cette notion de consommateur hyper connecté et de consommateur très vocal. Ce qui change aujourd'hui, c'est que le consommateur non seulement est connecté à travers des forums ou des réseaux sociaux, mais aussi à travers le jeu lui-même. Donc que ce soit la console, le PC ou le mobile, toutes les plateformes de jeu aujourd'hui sont connectées. Et ça a 3 impacts, des impacts en marketing, des impacts en distribution et même des impacts sur le business model. Ça veut dire que le business model des jeux, qui était traditionnellement de vendre un jeu plein pot à 60 €, il est en train d'évoluer. Donc on teste encore pas mal de formules. Il y a le modèle free-to-play, où le jeu est carrément gratuit. Si vous jouez à Candy Crush, c'est exactement ça. Jeu gratuit, et après, on est accro. Et puis pour progresser plus vite dans le jeu, pour avoir accès à un certain nombre d'éléments additionnels, il faut payer. Et puis, il y a des modèles hybrides qui sont en train de se constituer, où on paye pour avoir un jeu, mais ensuite, il y a des fonctionnalités additionnelles qui vont être mises sur le marché. Et là, ça va être de la microtransaction. Alors la relation client chez nous, auparavant, elle était intégrée dans une direction dont j'étais en charge, qui était la direction digital marketing et CRM. Et puis il y avait d'autres éléments qui étaient un petit peu diffusés un petit peu partout dans l'entreprise, et donc elle n'était pas du tout unifiée. Mon rôle aujourd'hui dans cette création de la nouvelle relation client, c'est justement d'unifier 3 pôles essentiels de la relation, qui sont le CRM, le service client et le community management. Unification de ces 3 pôles, et puis ensuite on va les mettre au service du client, et puis on va mettre aussi le client au service de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va être dans un processus où la création des jeux va être en partie réalisée à partir des feedbacks clients. Donc ça c'est facile à dire, mais c'est très compliqué à faire. Alors justement, j'ai envie de vous demander, à quand la création d'un jeu demandée par une communauté de clients? On l'a testé sur des jeux un petit peu niche, sur du jeu PC parce que c'est plus facile à faire pour nous. Ça fonctionne, ça s'appelle l'open dev chez nous. Donc on crée un socle d'éléments qui ne vont pas être modifiables dans le jeu, c'est une structure. Et puis après, à cette structure, on rajoute des éléments sur lesquels on va donner le choix aux consommateurs. Donc entre un personnage A et un personnage B, on va faire voter les consommateurs et on prend en compte leur feedback. Donc c'est vraiment la direction qu'on est en train de prendre. D'accord. Alors, on va passer un peu plus sur l'outil. On est dans un univers, j'ai compris que c'était Salesforce One, le grand témoin de cette journée. Donc, les fonctionnalités idéales, on peut essayer de les rêver, mais je pense que Salesforce nous les a réalisées. Quel est l'outil idéal pour vous, Corsair, dans un premier temps, en matière de relations clients? Bon, on a compris qu'il devait être multicanal, omnicanal, mais est-ce qu'il vous permet de reconnaître, de personnaliser cette relation client avec vos clients? Quel doit-il être? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a commencé de façon très, très pragmatique, en se disant qu'il fallait d'abord qu'il soit simple d'appréhension. Il fallait que les utilisateurs voient la valeur ajoutée de l'outil tout de suite pour faciliter la conduite du changement, parce que c'est quand même la clé pour adopter les bonnes habitudes rapidement. Ensuite, nous, ce que nous voulions, c'est qu'il soit interfacé, qu'il puisse s'interfacer avec tout notre écosystème de l'entreprise. L'objectif est de ne passer que par le portail Salesforce et de ne pas avoir à ouvrir de multiples applicatifs pour pouvoir travailler, parce que c'est une perte de temps. Ensuite, ce que l'on voulait également, c'est que l'application soit facilement déployable. Nous avons des collaborateurs qui travaillent aux 4 coins du monde, donc on voulait que ce soit facile à déployer. On voulait également que ce soit mobile. On a des commerciaux sur le terrain qui ont l'outil, on a des front office avec des formulaires qui doivent être complètement intégrés avec le back office, etc. Donc on voulait que ce soit simple. Et puis ce que l'on voulait également, c'est pouvoir confier cet outil à des prestataires, parce que nous travaillons forcément avec pas mal de prestataires, et le tout sans risque pour nos données vitales. Donc il fallait que ce soit simple d'appréhension également pour nos prestataires, et il fallait que ce soit suffisamment optimisé pour que le fait d'imposer, entre guillemets, notre outil n'impacte pas leur délai moyen de traitement, parce que derrière, forcément, c'est un coût supplémentaire qui est pour nous. Donc on préfère qu'ils passent du temps sur la relation client plutôt que à faire 15 millions de clics. Le fameux délai de traitement. À quand l'autonomie entre un consommateur et un conseiller?
Donc, et en réunissant un petit peu tout ça, le dernier point très très important pour nous, c'était toute la partie versionning. C'est-à-dire qu'il est très très important d'avoir toujours la dernière version à jour pour faire face à la concurrence sur des marchés, nous sommes tous sur des marchés hyper concurrentiels. Et donc les montées de version ne devaient pas nous coûter extrêmement cher en développement. C'est vrai qu'en cela, les développements Salesforce sont maîtrisés grâce aux partenaires intégrateurs. Et du coup, on a toujours la dernière version à jour. Et ça, c'était un prérequis. Salesforce One, vous l'avez ou vous allez l'intégrer? Voilà. Même question pour Renaud. L'outil idéal? En fait, les outils idéaux, quand effectivement nous avons chez Renault 12 000 points de vente physiques dans le monde, 12 000 concessions, on a 80 call centers. Les outils, quand on parle des outils, on a envie de dire qu'ils sont au service de la réactivité pour répondre rapidement aux clients et au service de satisfaction. Je vous ai parlé tout à l'heure des parcours clients. Les outils doivent être au service de ce parcours client-là. Premier point. L'expérience client, elle doit être visible, accessible, quel que soit le device, que ce soit sur un smartphone, une tablette, l'ordinateur de domicile. Donc ça, c'est un enjeu majeur de ces outils-là. Et l'autre enjeu des outils, c'est pouvoir partager finalement les bases de données de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes très bons dans l'historique du véhicule. Connaître l'historique du client, c'est un autre défi. Et si en plus, on arrive à faire les deux, là, on a tout gagné. Et je pense qu'avec les outils qu'on peut avoir dans le cloud, c'est un vrai avantage puisqu'on peut accompagner le changement très rapidement. Nous avons tout simplement basculé l'ensemble nous sommes en train de basculer l'ensemble de nos call centers dans une nouvelle application qu'on appelle chez nous Air Force. C'est pas Air Force One, hein. Et donc du coup, sur l'ensemble des pays du monde, sont en train de basculer sur ces applications-là. On a basculé le 12e pays la semaine dernière, c'était l'Espagne. La France est basculée il y a à peine 15 jours. Et petit à petit, donc nos conseillers clientèle dans les call centers utilisent cet nouvel outil qui est dans le cloud. Donc plus de réactivité, plus de satisfaction. Et nous, on se dit, sans email, sans portable, on ne peut pas faire de business. Donc il faut aller chercher l'email et le portable. Mais est-ce que vous êtes capable de reconnaître un client, un amoureux de la marque, depuis peut-être 2 générations, lorsqu'il vient en concession? Vous avez tout son historique? Alors, autant un concessionnaire est capable de reconnaître parce que c'est son client. Maintenant, si ce client-là change de concession, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Maintenant, avec les outils qu'on est en train de mettre en place, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an, on a lancé l'ensemble ce que j'appelle le pack office Salesforce. On a pris l'ensemble des briques de Salesforce, on a fait un test pendant 1 an et on s'est rendu compte que finalement on pouvait être plus réactif, on générait plus de satisfaction, ne serait-ce que dans les call centers. Lorsqu'on compare la satisfaction de nos clients dans les call centers par rapport aux autres call centers au Brésil, nous sommes best in class. Et quand on voit le nombre de leads, de ventes générées par lead, on a multiplié par 2 le taux de transformation. Donc ces outils-là, quand on utilise tout le pack office Salesforce, fait qu'on arrive à être plus performant et satisfaire mieux nos clients. Sans compter la proactivité, vous êtes proactif pour leur proposer des services supplémentaires, pour voir s'ils sont contents suite à un passage en concession? C'est l'étape suivante. Encore beaucoup de choses à faire. Même question pour Ubisoft alors, intégration des outils, parce que je dirais idéal. Dans la question, il y avait un élément de réponse qui était peut-être révélateur d'une forme d'utopie, c'est que vous parlez d'outils au singulier. Et avoir un seul outil, je pense que ce serait vraiment le rêve de tout directeur relations clients. C'est pas forcément faisable aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est d'avoir un écosystème d'outils qui soit cohérent, donc que les outils puissent se parler entre eux, qui soit collaboratif. Donc nous aussi, on fait appel à des prestataires externes, et c'est important de pouvoir leur donner des accès à l'outil, mais uniquement aux fonctions ou aux informations qu'on acceptera de partager avec eux. C'est un outil qui doit être évolutif, donc il faut toujours être à jour sur les versions et il faut que l'outil soit toujours à jour par rapport aux plateformes sur lesquelles il se connecte. Donc un outil qui gère du social media, par exemple, doit être tout le temps à jour par rapport aux évolutions qui vont être faites par Facebook ou par YouTube. Et puis c'est un outil qui doit mettre évidemment le client au centre et donc il doit être capable de récupérer un maximum de données clients, soit qui viennent directement, en l'occurrence de nous, puisqu'on a une base de données clients qui est assez riche, soit de données qu'on va pouvoir aller prendre ailleurs et qu'on va pouvoir peut-être extrapoler pour identifier des données sur le client qui ne seront pas forcément dans notre base.
Alors on va passer justement aux médias sociaux, le temps passe très très vite, donc je vais essayer de vous poser la question qui nous tient à cœur en tous les cas à la FRC, c'est que le client en 2014, on parle d'ailleurs de client augmenté, fera payer très cher celui qui le voit comme, encore une fois, un numéro, un individu à qui il faut vendre, un numéro malléable, à qui on doit vendre un produit ou un service. Et par contre, il sera redevable, la marque sera redevable en tous les cas, et le client aussi, si on recrée cette confiance, si on le considère, et si on le considère comme un segment. Il peut devenir un détracteur, un influenceur, il peut devenir un média, ce consommateur, ce client. Est-ce que vous avez pris la mesure, et je vais commencer par vous, que tout peut s'embraser rapidement à travers les réseaux sociaux? Vous êtes en permanence en crise. Et moi, j'ai la chance de travailler pour Coca-Cola, on l'a cité ce matin. C'est une entreprise qui a placé la direction client au centre et qui analyse, qui traque tout ce qui peut se dire sur l'aspartame, sur tout un tas de sujets, et qui engage ensuite la conversation s'il y a besoin. Comment est-ce que vous traitez les médias sociaux? Est-ce que vous prenez très au sérieux ce risque d'enflammement de venue des consommateurs qui ont des outils merveilleux maintenant à leur disposition? Oui, on a eu quelques crises mémorables à gérer qui nous ont bien... On est tous des clients Corsair, hein, c'est pas... Donc on sait très bien le risque. Maintenant, on a essayé de passer outre et de ne pas rester complètement sclérosé par rapport à ce risque. Parce que le problème, c'est que les médias sociaux sont typiquement un sujet au sein de l'entreprise difficile à placer. Parce qu'il y a plusieurs activités, plusieurs domaines au sein des réseaux sociaux. Il y a toute la partie animation, toute la partie e-réputation, animation de communauté, etc. Et il y a aussi toute une partie CRM. Parce que bien que ce soit un canal de contact spécifique avec des caractéristiques de réactivité, de viralité des réponses, etc., ça n'en reste pas moins un canal de contact quand même. Et qu'il faut intégrer d'une façon ou d'une autre. Donc, alors on est passé à peu près par tous les stades possibles et imaginables. On s'est aperçu que tout donner à un community manager, c'était de la folie pure et simple parce qu'il n'est pas omniscient, forcément. Donc après, on a essayé de travailler de façon un petit peu plus fine en se disant que toute la partie CRM, bah, ma foi, c'était un canal complémentaire à l'email, au téléphone, etc. Et il pouvait être géré grâce à des outils de la même façon que les autres canaux, mais avec des délais différents. Et les services clients, qui sont à même de répondre à toutes ces questions-là, sont beaucoup plus réactifs qu'un community manager qui doit appeler 15 personnes différentes pour avoir la réponse. Même chose pour Renault. Est-ce que vous avez eu à gérer des crises? Est-ce que les médias sociaux, qui sont des milliards de conversations, vous permettent justement de les déceler? Alors tout d'abord, vous avez raison de dire que les communautés ont pris le pouvoir. On a une marque qui s'appelle Dacia, qui profite énormément de ce phénomène de communauté, puisque on organise des pique-niques Dacia. Et les clients Dacia aiment se retrouver entre eux. Donc ça, c'est physique. Qui a été dans des pique-niques Dacia? Et déjà, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont des Dacia? On a fait un pique-nique Salesforce. On a un peu de potentiel. Juste, donc là-dessus, c'est important. Le communautaire prend du pouvoir. Et nous, on le voit plutôt comme ça. C'est un canal, comme vous le disiez, c'est un canal supplémentaire. On a chez nous, dans l'ensemble des pays du monde, des community managers qui, justement, entretiennent le contact avec les clients. Qui se manifestent et tout simplement interactives. Donc pour nous, c'est un vrai levier de business. Et effectivement, nous surveillons aussi et nous traquons aussi, à travers les outils que peut nous proposer d'ailleurs Salesforce, le buzz positif ou négatif qui se passe sur nos services, sur nos véhicules, sur nos concessionnaires. Et des fois même, on peut l'utiliser à bon escient au sein de l'entreprise. Un de vos camarades de classe, on ne va pas le citer, je ne sais pas s'ils ont du Salesforce, a mis en place comme TripAdvisor des avis de consommateurs dès qu'ils sortent de la concession. Est-ce que ce sont des choses que vous faites? Est-ce que vous savez qu'on le fait déjà? Ah, voilà. Ouais, t'es sûr. Voilà. Donc déjà, on a sur Dacia, on a mis en place une façon que les clients s'expriment sur le produit. C'est important. Et dans certains pays du monde, maintenant, les clients s'expriment sur le dealer, voilà, sur le concessionnaire. Très bien. C'est clé, c'est clé. Alors, donc on n'évacue pas le communautaire, on l'agit avec. Excusez-moi de vous presser, mais j'ai le timing. Donc même question chez Ubisoft. Est-ce que les réseaux sociaux, pour vous, ça a une part importante dans la relation client? Alors évidemment, et là-dessus, je dois dire qu'on a connu le pire et le meilleur. Donc le meilleur parce que quand on travaille dans le jeu vidéo, on s'adresse à des passionnés. Quand les jeux sont de qualité, que les campagnes marketing sont de qualité, ça fonctionne très bien. Et j'ai envie de dire que c'est relativement facile pour nous de recruter des gens et d'engager avec eux. Et puis on a connu le pire, puisque on est passé d'une industrie de jeux à une industrie de services.
Et donc nos services sont connectés. Et là, on a appris. Et on a appris que lorsqu'on a des services connectés qui nécessitent de faire en sorte que le joueur se connecte à nos serveurs pour jouer, il faut que les serveurs tiennent. Et on s'est rendu compte que ça ne tenait pas toujours. Et puis on s'est rendu compte que c'était toujours le vendredi après-midi que ça lâchait. Et que le samedi et le dimanche, il y a un consommateur. Et donc ça a été une bonne révolution pour nous. C'est qu'on est en train de s'organiser aujourd'hui pour être vraiment présent 7 jours sur 7. Et alors là, on se pose aussi les mêmes questions que toutes les boîtes. C'est quelle marge de manœuvre je donne au community manager. S'il y a une crise, est-ce qu'il peut la gérer tout seul? Qui est-ce qui va l'aider en interne un dimanche matin? S'il y a un problème technique, à qui il fait appel? Donc pour la partie problème technique, on est relativement rodé. On a des équipes qui tournent en 24/7 maintenant. Mais si c'est une crise marketing, on va dire, là on a encore, je pense, de la marge. On a des progrès à faire encore en la matière. Merci à vous. On va conclure en quelques minutes. Donc, bon, vous avez compris que le dada, c'était de placer. Est-ce que les marques placeront la direction client au centre de leur stratégie? Quels sont les 3 enjeux, ou en tous les cas sur les 3 ans qui viennent, quelles sont vos priorités aujourd'hui en matière de relations clients? Est-ce que vous avez défini un plan de route? Oui, on en a défini un. Le premier consiste à consolider tout ce que l'on a mis en œuvre et donc continuer à travailler sur la culture client, notamment en monitorant toutes les interactions que le client a avec l'entreprise et en essayant d'incentiver nos collaborateurs sur la qualité de la relation client. Donc ça, je pense que c'est long à mettre en place, mais je pense que ça vaut le coup. Et puis après, on en est qu'au balbutiement de ce que l'on appelle le knowledge management, donc le partage des bases de connaissances et puis la mise à jour de l'information et la diffusion à l'ensemble de nos collaborateurs. Même question. Moi, je ne vais pas vous parler des 3 réponses, mais plutôt d'une vision qu'on partage. C'est qu'on souhaite que l'expérience client devienne une raison d'achat d'une Renault. On pense qu'on a la capacité de le faire, puisque le design de nos produits, que ce soit Renault et Dacia, sont plébiscités. La qualité du produit est là. Maintenant, il suffit tout simplement de vendre autre chose que l'automobile. Il faut tout simplement créer un lien fort avec l'ensemble de nos clients. Ça, c'est notre dada, ça. À la FRC, c'est à quand une économie servicielle où le produit devient totalement annexe et c'est bien la relation client qui est au devant et en relation avec ce consommateur. Même question pour Ubisoft, vos projets sur 3 ans. Alors nous, on a un PDG qui croit vraiment très fortement à la relation client. On parlait de Zappos tout à l'heure. Il a lu le bouquin de Zappos il y a 3 ans et c'était une révolution pour lui. Il l'a envoyé à peu près toute la boîte. Je pense que c'est le plus gros acheteur de livres sur Amazon en France. Notre objectif relation client, il se résume en 2 mots. C'est ce que vous avez cité au départ, c'est l'intégration et l'unification. Donc l'intégration, c'est de faire en sorte qu'en fait la relation client concerne toute l'entreprise. Et donc c'est pas juste un ensemble de personnes qui sont au téléphone, sur mail ou sur Facebook qui vont gérer ça, mais c'est toute la boîte qui doit se mettre au service de ces gens-là pour se mettre derrière au service du client. Et l'unification, c'est de faire en sorte que entre le gars qui est au téléphone et qui répond à un consommateur, celui qui est sur un forum ou celui qui est sur Facebook, le niveau de réponse soit unifié, qu'ils aient accès à la même information et qu'on traite le client vraiment comme quelqu'un d'unique. Et tout ça avec un état d'esprit qui est, bien que mon poste soit un poste sur la zone EMEA, c'est de faire en sorte que ce soit mondial. Parce que quand on travaille dans la relation client, on sait pertinemment qu'un tweet en Australie peut avoir des répercussions partout ailleurs. Et donc, avec mon homologue américain, on essaie de faire en sorte que tout ce qu'on construit se fasse au niveau mondial. Vous m'avez fait rêver. Investissez un petit peu moins dans des campagnes de publicité et un petit peu plus dans des outils, dans la relation client. C'est ce que je dis à mon patron tous les jours. Eh ben, c'est ce que vous faites tous les 3. Bravo en tous les cas. On peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup de placer la relation client au cœur de vos entreprises. Je redonne la parole à Monsieur Sébastien. Merci beaucoup, merci à tous les 3, merci à Eric d'avoir conduit ce panel. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions. 1 minute 30. On pourra déborder un tout petit peu, parce que c'est moi qui continue derrière. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? La première est la plus dure. Une là-bas, un courageux. Un partenaire Salesforce, je reconnais sa tête. Bonjour, Patrice Bégoc, Bearing Point. Une question sur la co-création. Vous avez tous parlé d'écoute du client. Est-ce que vous impliquez le client dans la création de vos produits, de vos services? Et si oui, comment? Pour Renault, ce serait pas mal ça. Hein. Le rêve, ce serait de co-créer une voiture comme le covoiturage, une voiture adaptée aux nouveaux modes de transport et de vie et de partage en France. Un produit, mais aussi des services. Quand on crée des applications, par exemple,
au service de l'expérience client, on peut bien sûr le partager avec des petites startups et avec une notion d'incubateur, trouver des bonnes idées. C'est pas fermé. On est clairement dans cette réflexion-là, notamment dans le cadre d'un véhicule connecté. De plus en plus de données remontent et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les exploite? Voilà. Donc oui, la réponse est oui, on y est. Nous, on passe par les Inside Communities. Donc, ce sont des enquêtes quali nouvelle génération. On anime un panel de clients et de prospects. Et puis, on leur fait tester un tas de choses. J'ai juste envie de compléter avant que Ubisoft réponde. Sa question, c'est est-ce qu'on ne peut pas co-créer aussi des messages de relations clients? Coca-Cola le fait, c'est-à-dire qu'ils testent des messages sur les réseaux sociaux. Si les messages ne plaisent pas, si une campagne ne plaît pas, on va la corriger. Souvenez-vous de Gap qui voulait changer son logo. Il a tout de suite vu qu'il y avait une montée de bouclier sur les réseaux sociaux. Il n'a absolument pas changé le logo, sinon les clients se seraient détournés de la marque. Est-ce que c'est aussi vrai sur la relation client, cette co-création? Alors nous, sur des campagnes marketing très fortement, puisque aujourd'hui, n'importe quelle console permet à un joueur de créer lui-même son contenu. Dans les consoles, en fait, il y a maintenant un module qui permet d'uploader de la vidéo sur YouTube et sur un site internet qui est en train d'exploser, qui s'appelle Twitch, qui est un ancêtre plutôt un héritage de Justin TV, qui était un site de peer-to-peer vidéo. Donc n'importe quel joueur en fait peut enregistrer une séquence de jeu et la partager aujourd'hui à la terre entière sur YouTube et sur Twitch. Et ça, c'est un outil marketing qui est colossal pour nous. Et sur la co-création de jeux, oui, c'est très fort. On a dans la majorité de nos jeux, on a des outils de création qui permettent aux joueurs de créer des éléments qui vont rajouter du contenu au jeu. Ça peut être des éditeurs de ce qu'on appelle des maps, donc des niveaux de jeu. Il y a un certain nombre de jeux sur le marché qui sont carrément comme des Lego en fait, où le jeu est juste un outil qui permet de créer d'autres jeux derrière en fait. Une dernière question avant de conclure. Plus de questions? Il y en a, ça se lève. Voilà, 3 questions. Bonjour, moi j'ai une petite question pour Corsair, juste une question très pratique. J'ai pris pour la première fois un vol vers l'île Maurice en décembre, je me suis inscrit pour votre programme. J'ai que reçu un email en fait en décembre au moment de l'inscription. Comment c'est possible en 2014 en utilisant Salesforce, ou est-ce que c'est un accident qui est bien sûr Oui, possible? c'est un accident. Vous n'avez pas dû donner toutes vos coordonnées. Certainement. Est-ce que vous avez revoyagé avec nous depuis? Non, d'accord. Donc ce que vous allez recevoir, c'est un relevé de compte vous disant ce que vous avez gagné dans le cadre de votre programme de fidélité. Et ce que nous allons vous envoyer, c'est des propositions de voyage prochains pour vous informer, notamment en septembre, de l'arrivée proche du recalcul du système de fidélité au mois de décembre. Ça dépend. On a 2 communications par an, plus des incitations à l'utilisation des avoirs. Voilà. Très bonne réponse. Revoyager avec Corsair. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Un petit point de détail pour ceux qui le souhaitent. Nous aurons donc une seconde session dans quelques minutes où on va rentrer un peu plus dans le produit. On va rouvrir les 3 sections qui sont derrière nous. Donc profitez-en pour vous réinstaller derrière nous. Encore merci à nos panélistes. Merci Eric. Et à très bientôt.